Bonjour à tous. Bonjour Maxime. Bonjour Albert. Bonjour. Et bonjour à déjà connectés qui se sont inscrits à ce webinaire sur le thème de la fidélisation des talents et comment passer à l'action avec des pratiques managériales innovantes. On va peut-être attendre encore 2-3 minutes avant que les retardataires nous rejoignent. Est-ce que déjà vous nous entendez bien, ceux qui sont déjà présents? Ok, parfait, parfait, parfait. Alors aujourd'hui, on est avec vous pendant 1 heure. On va bah, vous donner quelques tuyaux, quelques éléments de réflexion. On aura un petit temps de questions-réponses qui est prévu à la fin. On a voulu construire ce webinaire en essayant d'être le plus concret possible. On ne voulait pas théoriser ça. On voulait vraiment que vous puissiez ressortir de là avec voilà, des exemples concrets de ce qu'on a pu faire à notre niveau tous les trois ou de ce qu'on a pu constater ou voir dans d'autres structures, que ce soit des cabinets ou que ce soit des entreprises. Bon, bah, il est 9h03. Je vous propose qu'on démarre. C'est bon pour vous, Maxime et Albert? On On est est prêt. Allez. Alors, pour se présenter rapidement, donc moi je suis Anthony Guez, je suis expert comptable, commissaire aux comptes et je suis membre de la commission innovation avec Albert. Bonjour à tous, voilà, donc tout a été dit. Donc expert comptable, commissaire aux comptes, et je vous parlerai un petit peu dans quelques instants de cette commission de cette commission et du club innovation. Et moi, je suis Maxime Dick, je suis cofondateur de Time, donc on est un éditeur, mais rassurez-vous, j'ai rien à vous vendre aujourd'hui. Je suis plutôt là pour vous parler de notre culture d'entreprise, également, pas là pour vous la vendre, mais pour vous ouvrir vers notre mode de management qui est, on va dire, singulier. Ben voilà, tu as tout dit, c'est singulier et justement il y a des choses que vous avez mis en place sur lesquelles je pense beaucoup d'entre nous devraient s'inspirer. Euh, alors pourquoi Albert et moi, deux experts comptables, pour parler de ça aussi? On a chacun un point de vue différent parce que moi aujourd'hui j'ai créé un cabinet il y a 4 ans et on est une petite dizaine. Donc je vais donner un peu moi mon point de vue qui peut déjà représenter ceux qui sont entre on va dire 0 et 10. Et puis, Albert, je te laisse dire toi où t'en es, mais on a du coup une vision un peu, on est à des étapes un peu différentes. Tout à fait. Alors moi, le cabinet que j'ai cofondé date de 2012. Aujourd'hui, on est près d'une soixantaine de personnes. Donc effectivement, bon, il y a des problématiques RH à tous les niveaux. Mais elles sont un peu plus renforcées lorsqu'on atteint cette taille et elles le seront encore plus plus tard. Donc, il est important de pouvoir mettre en place des process qui pourront bien évidemment évoluer dans le temps. Et Maxime, juste chez Time, aujourd'hui, vous êtes combien? On est rentré septembre 2023, on est 250 là. Temps Ok, plein. donc c'est encore la taille, Ouais, notre taille et d'autres problématiques. ouais, exactement, avec des personnes situées sur 4 sites et on va dire à peu près 25% des effectifs en télétravail partout en France. Ouais. Ok, parfait. Pour vous parler rapidement de la commission innovation et du club innovation, donc le club innovation a été créé il y a 2-3 ans maintenant. Aujourd'hui, il réunit une communauté d'experts comptables. On est plus de 100 membres aujourd'hui, avec des canaux de communication dédiés comme un espace Slack, un groupe WhatsApp et un certain nombre d'événements aussi qui sont organisés autour de l'innovation, que ce soit des sujets liés à l'automatisation, liés à la cybersécurité, liés aux outils ou liés aux pratiques managériales comme aujourd'hui. Euh, et tout ça, on est dépendant de la commission innovation. Euh,
on organise aussi à fin novembre la grande journée de l'innovation. Donc, ça sera la 3e grande journée de l'innovation au Comet Bourse à Paris. Et cette année, le thème, ça sera la révolution numérique au sein de nos cabinets. Et on a plusieurs sujets qui vont être traités très différents. Donc, je pense qu'il y en aura pour tout le monde. On va évidemment parler de facture électronique, mais aussi d'IA, mais aussi de cybersécurité. Voilà, il y en aura pour tous les goûts, voilà, sur une grande journée. Donc, n'hésitez pas à consulter le programme et surtout à vous inscrire et à être présent avec nous le 30 novembre. Donc, en préambule de tout ça, ce qu'on s'était dit, c'est que avant de parler de fidélisation, ce qui était important, c'était de réfléchir et de juste faire un constat sur quelles sont aujourd'hui les raisons qui peuvent pousser un salarié à démissionner de son job et à quitter son entreprise. Ce qu'on dit souvent, c'est que généralement, un salarié, il quitte pas forcément son entreprise, il quitte avant tout un manager avec qui la relation n'est peut-être pas fluide ou la confiance n'est plus là. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et puis après, nous, on a retrouvé une étude qui justement détaille un peu les raisons pour lesquelles un salarié peut être amené à quitter son travail. Globalement, ça se répartit de manière plutôt équilibrée avec, on va dire, 2 gros blocs. Soit c'est un manque d'opportunités de carrière, donc un manque d'évolution, des problèmes de relations, des problèmes relationnels, que ce soit avec des collègues ou avec des managers. Après, il y a évidemment peut-être une évolution de salaire aussi qui n'est pas en adéquation, ou des avantages qui ne sont pas en adéquation avec le désir d'émancipation et de développement du salarié. Et puis après, il y a aussi le manque d'équilibre entre la vie pro, la vie perso. Voilà, donc ça, c'est une étude assez générale qui a été faite. Elle n'a pas été faite spécifiquement pour les cabinets d'expertise comptable, mais ça permet de voir qu'en fait, les causes, elles peuvent être multiples. Et donc, certainement, les solutions sont aussi multiples. Oui, alors, l'autre slide, bon, on est toujours dans le même constat et en recherche de solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut constater une évolution de la façon de manager. Le management top-down, qui est un management qui est vachement, on va dire, centralisé vers la direction, et qu'aujourd'hui, nos collaborateurs, ils ont quand même, on a besoin d'avoir des intérêts convergents, c'est-à-dire nous, en tant que dirigeants, c'est le développement du cabinet, et il faut que eux, à travers leurs objectifs personnels, ils aillent dans le sens du développement du cabinet. Donc, ça veut dire qu'il va falloir être beaucoup plus centré sur eux au niveau des réflexions managériales, tout en ayant une ligne de conduite qui est l'objectif business de l'entreprise. Donc aujourd'hui, Anthony l'a mis en évidence dans le slide précédent, on n'est pas dans le camembert à 80% sur des questions de salaire. C'est beaucoup plus équilibré que ça. Et aujourd'hui, c'est un ensemble de choses. C'est des objectifs personnels, c'est du bien-être, c'est du développement professionnel, c'est un cadre de travail qui font qu'aujourd'hui, il y a une dynamique qu'il faut enclencher avec les collaborateurs pour bien comprendre leurs objectifs, leurs compétences, leurs performances et leurs engagements. Mais au-delà de ça, comment on fait pour justement s'assurer qu'on a bien conscience de l'ensemble des objectifs? Ce qu'il faut, c'est surtout que ça soit évalué fréquemment. Donc, on pourra parler un petit peu plus tard des différentes typologies de suivi, les entretiens professionnels, les entretiens annuels, qui permettent justement de pouvoir recenser les besoins qu'ils ont au niveau justement de leur façon de travailler dans l'équipe, de leur implication, mais aussi de leur employabilité. L'employabilité, c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que le cabinet dans lequel je travaille me donne les armes pour que je me développe professionnellement, pour que ensuite je puisse m'épanouir soit dans ce même cabinet, soit dans un autre environnement. Mais c'est très important de mettre en évidence ça. Et bien évidemment, plus la fréquence de ces suivis est importante, plus on peut être en mesure d'actualiser et surtout de s'assurer qu'il y a des réponses à ces besoins. Donc, le feedback, c'est très important et on verra que c'est important tout au long de la vie, du parcours du collaborateur dans un cabinet. Mais c'est aussi important que le collaborateur se rende compte qu'il y a des éléments de réponse aux différents besoins qu'il a formulés. Ouais.
Et pour rebondir, nous, sur comment on va dire, déconstruit un management top-down pour inverser le sens de la relation. Je vais prendre 2 exemples. On a des salariés donc qui sont data scientists depuis 2017. C'est des gens qui ont un doctorat en mathématiques ou en physique. Très clairement, ce sont eux les sachants. Et donc on ne peut pas, nous, les manager en leur imposant des choses sur leur quotidien dont on n'en maîtrise que 10. On maîtrise la trajectoire, mais concrètement, les jalons entrent, c'est à eux de les fixer aussi. Donc ça, c'était un premier exemple. Et pour rebondir sur ces mêmes data scientists, vous ouvrez leur LinkedIn, ils ont à peu près, je pense, une vingtaine de sollicitations par jour avec des offres de postes sortis d'études. On a eu des offres on a des stagiaires qui ne sont pas venus chez nous parce qu'on leur proposait un poste à San Francisco à 100 000 $ pour un stage. Donc à partir de là, nous, il était devenu évident qu'il fallait qu'on change et qu'on ait un management complètement nouveau pour pouvoir les garder et les attirer. Donc voilà, c'était vraiment cette logique-là de se dire: «On a besoin d'avoir meilleur que nous pour progresser», parce que la technologie, est devenue d'une vraie complexité et donc on doit aussi renverser complètement le management. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. OK, ben, merci, Maxime. Hem, hop. Sur les pratiques innovantes et participatives, heu, nous on en a identifié, on va dire 3 formes. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est vraiment d'essayer de responsabiliser le plus possible, heu, les équipes, à la fois pour, leur donner un maximum de sens aussi et pas être uniquement focus sur un travail productif, mais aussi sur, des projets à plus long terme et des réflexions qui peuvent avoir lieu et justement d'être responsable aussi de projets, dans la conception, au départ jusqu'à, la mise en place et le suivi. Et je pense que ça a potentiellement 2 vertus. La première, c'est, justement de pouvoir, déléguer et responsabiliser les équipes et faire en sorte qu'elles se sentent le plus impliquées possible. Et je pense que ça a aussi une deuxième vertu auquel peut-être pas mal de gens ne pensent pas, c'est aussi, dans le cas d'un expert comptable, d'un cabinet d'expertise comptable, c'est de pouvoir aussi, ne pas forcément gérer tous les projets de A à Z et tous les sujets, et de pouvoir du coup déléguer certaines tâches qui vont lui libérer un peu de temps. Et ça, je pense que, aujourd'hui, à peu près 100 des experts comptables sont en recherche de temps. Donc ça peut être, aussi un projet qui a justement une double vertu. Alors, soit ça peut être dans le cadre de travail, en mode projet où on va monter, une équipe, avec un but, et puis avec, des points d'étape qui seront faits, soit, simplement, solliciter, la créativité de chacun et d'avoir une réflexion qui soit commune ou en se disant en partant du principe que, on a tous quelque chose à apprendre, des personnes qui sont avec nous, et se dire: «C'est pas parce que, la personne est arrivée depuis, pas longtemps ou, la personne est, junior ou stagiaire qu'elle a pas forcément quelque chose à apporter dans la réflexion et dans des projets qu'on souhaite mettre en place». Heu et puis aussi se dire que de toute façon, avec l'évolution technologique, l'évolution, des concepts aussi managériaux, ce qu'on faisait peut-être, jusqu'à maintenant ou ce qu'on faisait l'année dernière, heu, ben, garder en tête que, il y a rien n'est figé et qu'il y a des choses qui peuvent évoluer. Donc peut-être que, heu, certains outils vont être amenés à disparaître et donc être dans un concept de se dire, il faut toujours être en recherche d'amélioration, heu, continue et ça, c'est aussi remettre en cause peut-être certains principes qui peut-être étaient bons il y a quelques temps, quelques années, mais qui aujourd'hui, ne sont plus adaptés. Ouais, je crois que la notion de responsabilisation me semble essentielle. Et c'est sûr que c'est un processus long terme, où ça passe par beaucoup de choses, beaucoup de travaux, le mode projet, les brainstorming, ça c'est certain et ça passe aussi par des choses très concrètes,
Je vais vous prendre 2 exemples. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est que les salariés, gagnent en autonomie, aussi pour nous se libérer du temps. Un exemple, simple, c'est pour les achats. Les achats dans l'entreprise, on a pas mal de besoins pour acheter des petits logiciels, pour acheter des licences, pour ci, pour ça, ou ne serait-ce que du café, pour la machine à café. Sur notre site à Paris, on a une centaine de personnes. Je pense qu'on a une vingtaine de cartes bleues qui, alors je vais pas dire qui tournent, qui ont été affectées à des leaders, et ils sont complètement autonomes pour faire les achats qu'ils jugent nécessaires pour le bien de l'entreprise. Alors, ça a une double vertu à notre niveau, c'est la carte est reliée sur Time, donc ça les force à utiliser le produit qu'ils développent au quotidien. Donc ça, c'est plutôt utile. Mais au final, on n'a pas de cycle de validation ou de est-ce qu'on peut acheter ça, oui, non, etc., qui peuvent vite consommer du temps au management. Donc, ils sont autonomes, nous, on gagne du temps et ça les responsabilise et ils achètent ce dont il y a besoin. On a, au fil du temps, supprimé toute forme de validation par rapport à ça. Et la deuxième chose qui nous semblait, nous, très importante, c'est la notion d'intérêt mutuel. Et l'intérêt mutuel, il passe par le succès de l'entreprise peut être mon succès. La réalité, c'est qu'un développeur, on ne va pas le challenger en lui donnant des objectifs, enfin, en l'incentiver d'un point de vue économique sur le résultat de l'entreprise. Par contre, une bonne façon de le fidéliser pour nous, c'était de faire une grosse ouverture du capital et de faire en sorte que quasiment tous les salariés qui sont là depuis entre 2 et 3 ans, ça peut être plus rapproché quand on a vraiment des pépites, on leur permet d'accéder au capital. Et ça, c'est quelque chose qui se fait peut-être beaucoup plus facilement dans le monde des startups, dans le cadre des exits ou des levées de fonds, ce qui pour autant n'est pas notre cas. Mais c'est une super façon d'impliquer les collaborateurs les plus précieux, on va dire, dans les rouages de l'entreprise. Et globalement, 90%, je pense, des gens qu'on a associés, et on continue à en associer tous les ans, sont dans l'entreprise aujourd'hui. Et c'est vrai que dans les cabinets, c'est bien souvent uniquement les experts rentables signataires qui sont associés. Mais on a, enfin moi j'ai eu quelques exemples où il y avait des collaborateurs qui étaient également associés de façon très minoritaire. Mais pour le coup, ça a eu un impact quand même très, très positif. Et là, pour le coup, la rétention était vraiment maximale. Juste encore peut-être quelques petits commentaires sur justement le travail en mode projet ou la démarche d'amélioration continue. Effectivement, bon, j'ai pas de data scientist, mais cette problématique de sachant, elle est très importante. Donc effectivement, l'expert comptable recherche du temps et l'expert comptable n'est peut-être pas forcément le plus pertinent pour conduire un projet opérationnel au sein de son cabinet. Donc, moi, j'ai des exemples d'outils de reporting qui sont mis en place. Ils sont l'idée par des collaborateurs qui ont une appétence et une connaissance beaucoup plus forte que la mienne et qui, du coup, voilà, travaillent en collaboration avec les autres. Anthony parlait du fait qu'on est aujourd'hui dans une galaxie de systèmes d'information financiers. Donc, les cabinets ont plutôt tendance maintenant à pouvoir jongler entre différents outils. C'est important de pouvoir aussi impliquer les collaborateurs en leur collant une étiquette de sachant sur tel outil et qu'ils puissent ensuite former les autres, mettre en évidence les tips qu'il faut pour que tout le monde puisse onboarder des dossiers. Et enfin, sur la démarche d'amélioration continue, alors il y a un effet de taille, mais nous, on a un CSE. Donc le CSE qui est aussi un moment où on peut parler de problématiques, de préoccupations des collaborateurs, collaboratrices. Et pareil, si on les écoute et qu'il y a des éléments de réponse, on valorise quelque part ce sujet-là et je pense qu'on favorise aussi la rétention. Donc tout est une question de feedback et de réponse aux besoins exprimés. Le CSE, par sa fréquence, nous permet aussi de pouvoir être plus au cœur des préoccupations day-to-day des collaborateurs. Alors maintenant, on va parler un peu plus technologie, justement pour favoriser l'échange et notamment dans un contexte que tout le monde connaît avec un développement du télétravail depuis à peu près 3 ans. Nous, les experts comptables, généralement, on a peut-être un peu plus de retard sur ce sujet-là, pour plein de raisons. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ceux qui, en tout cas, ont mis en place 1 jour, 2 jours, 3 jours de télétravail, moi, je connais aussi des cabinets,
qui ont des collaborateurs qui sont 100 en télétravail. Et donc forcément se pose la question de comment intégrer une personne, qui n'est physiquement pas là, comment communiquer aussi, et remplacer un peu les moments, qui peuvent être un peu informels, et comment transmettre aussi les connaissances, le savoir, avec des personnes qui sont sur, différents sites parce qu'ils ne sont pas regroupés au même endroit, ce qui était souvent le cas en fait jusqu'à il y a pas très longtemps. Tous les collaborateurs se retrouvaient au cabinet, il n'y avait pas forcément de télétravail, et aujourd'hui, de plus en plus de cabinets mettent en place 1 jour, 2 jours de télétravail, voire plus. Et même quand on cherche à recruter quelqu'un, généralement aujourd'hui, la question n'est plus trop, heu, est-ce qu'il y a du télétravail, mais c'est, combien de jours de télétravail par semaine? Donc derrière, ça pose forcément énormément de questions. Donc on va essayer, en partie d'y répondre avec, d'une part des outils collaboratifs, hem, de la construction d'un réseau social interne. Alors c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses, derrière on y met ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est le fait de pouvoir communiquer en interne et de partager un certain nombre d'informations au-delà de simplement échanger, par mail ou par téléphone. Hem, que ce soit après sur le partage, des connaissances, que ce soit sur, de la formation qui peut être initiée en interne. On va revenir après sur le sujet de la formation, mais donc un certain nombre d'outils qui peuvent, exister. Aujourd'hui, beaucoup d'outils ont déjà été mis en place, heu, existent. Alors il y en a qui utilisent Teams, il y en a qui utilisent Slack, mais l'important c'est d'avoir quelque chose qui convienne vraiment, qui soit fluide dans sa mise en place, dans son utilisation, et qui convienne, au plus large possible. Hem, Moi ce que j'ai mis en place, et en préparant ce webinaire, Albert me disait qu'ils avaient mis ça en place aussi dans son cabinet, Mmh. c'est l'utilisation de Notion. Donc Notion, c'est un outil, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est un outil en fait, on en fait un peu ce qu'on veut. Donc c'est la difficulté au départ quand on veut le mettre en place, parce qu'on part d'une page blanche et on a tout à construire. Maintenant, c'est un outil qui est assez puissant quand on s'est un petit peu formé à l'outil. Alors c'est un outil qu'on peut mettre en place, à la fois, dans le cadre de l'onboarding, heu, d'un salarié qui vient d'arriver, pour vraiment fixer, des étapes, le premier jour, la première semaine, le premier mois, avec un certain nombre de tâches, par exemple, à cocher, que ce soit sur des tâches administratives, récupérer un badge, récupérer, son ordinateur, récupérer, du matériel, des licences, des droits d'accès, et cetera. Rencontrer des personnes, voilà. Et en fait, c'est un outil qui permet vraiment, enfin, on construit pas à pas toutes les étapes. Donc il y a ce type de solution qui existe. On peut aussi dessus, c'est un outil de partage de connaissances, donc on peut déposer un certain nombre que ce soit des templates, que ce soit des supports. On peut créer des pages aussi qui vont être partagées, par exemple, avec des clients, et donc favoriser aussi, une autre manière de communiquer. Donc c'est vraiment un outil. Au départ, on part d'une page blanche, donc c'est pas tout n'est pas hyper intuitif. Maintenant, une fois qu'on a pris en main l'outil et qu'on a commencé à construire quelques briques, c'est un outil qui devient, très, 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 convivial et extrêmement intéressant. Alors nous, Anthony, effectivement, on en a parlé hier et on l'a mis en place il y a à peu près 2 ans. Et en fait, avant, c'était de dire qu'on avait un petit peu l'ancien réseau, avec l'arborescence que tout le monde a, sur son PC ou sur son Mac. Et là, c'était vraiment dans un esprit de simplification et centralisation. Heu, on parlera un peu plus tard on parlera de l'onboarding, et l'importance qu'une personne qui arrive dans un environnement, retrouve de façon très simple l'ensemble des informations, qu'elles soient plus, techniques, réglementaires, ou plutôt même, un peu plus légères sur l'ensemble des collaborateurs, ce qu'ils aiment faire, pas faire, et cetera. Donc voilà, c'est dans un esprit de simplification et puis d'ouverture à l'ensemble des collaborateurs, de l'ensemble des informations du cabinet,
sur des process, sur les trames d'entretien qu'il faut remplir pour les entretiens annuels professionnels, mais faciliter un petit peu la tâche et que finalement, on puisse trouver également des supports de formation. Tout se retrouve dans un endroit qui est très facile d'accès. Et ça, on a constaté que c'était compliqué avant qu'on mette en place cet outil. Alors, il y en a peut-être d'autres. Nous, on a choisi celui-là. Mais avant, on s'est rendu compte que c'était un petit peu, des fois, un chemin de croix de trouver certaines informations dans notre réseau. D'ailleurs, en préparant ce webinaire, tu m'as dit aussi, Albert, que vous aviez mis en place, par exemple, un trombinoscope, je crois. Oui, c'est-à-dire, voilà, c'est que, bon, dans un contexte où, en plus, le télétravail est plutôt généralisé chez nous, on a mis en place voilà, un trombinoscope, qu'une personne sache un petit peu avec qui elle va travailler, qui sont les personnes qui font partie du cabinet, et puis d'aller sur des moments un peu plus légers sur des petits questionnaires qu'on peut mettre en place. Enfin, je dirais qu'il y a plein de choses à faire pour essayer justement de mettre des collaborateurs dans les meilleures dispositions, qui se sentent vraiment chez eux et qui connaissent l'ensemble des gens. Et ensuite, bien évidemment, il peut y avoir une réflexion sur la façon dont on fédère les gens lorsqu'on est dans une cadence de télétravail qui est assez soutenue. Mais ça, c'est un élément de réponse déjà pour que tout le monde ait le même accès sur l'ensemble des informations de son environnement de travail. L'avantage, c'est qu'on peut vraiment mettre pas mal de choses, et que ce soit des process écrits, un guide de procédure, ou voilà, tout autre élément qui permet de centraliser. C'est Ouais. avant tout ça l'intérêt, c'est de centraliser à un seul endroit Exactement. toutes les informations dont on a besoin, au lieu d'aller chercher un coup sur le réseau, un coup je sais pas, dans des mails, un coup Exactement. sur un site avec des droits d'accès. C'est exactement la galère qu'on avait avant, et que donc voilà, un collaborateur, il veut trouver un manuel de procédure, il va sur Notion. Il veut chercher des trames de formation pour préparer ses entretiens annuels et professionnels, il va sur Notion. Il veut récupérer des supports de formation qui ont été faits dans le passé, c'est la même chose. On est justement en gros sur les supports techniques des différents outils qui sont utilisés par le cabinet. Voilà, tout est là. L'idée, c'est de favoriser l'accès à l'information. On l'avait vu au tout début, une des raisons pour lesquelles un salarié peut être amené à quitter son entreprise, c'est un manque de formation, d'accompagnement et de développement de compétences. Donc derrière, quand on a cette information, c'est quelles sont les solutions derrière qu'on peut déployer pour justement minimiser ce niveau de risque. Alors, il peut s'agir de formations à faire en externe, des formations classiques où on va inscrire une personne sur une journée ou un programme. Mais il y a aussi le fait de former en interne, et je pense que c'est aussi souvent ce qui est attendu, c'est de dire quelqu'un qui arrive, qui a peut-être pas une connaissance approfondie sur soit une typologie de clients qu'on peut avoir, sur des problématiques comptables, fiscales, sociales. Aussi le former en interne par des personnes qui sont référentes dans ce domaine-là, qui ont peut-être déjà suivi aussi des formations en externe, qui ont eu aussi une pratique auprès de certaines entreprises ou auprès enfin, qui ont déjà rencontré un certain nombre de problématiques. Donc ça, là où c'est intéressant, c'est que la personne qui est formée, elle développe de nouvelles compétences, et la personne qui forme, elle est aussi tout de suite responsabilisée. Et ça, c'est aussi intéressant, parce que quand on fait une formation, par exemple, on absorbe du savoir, mais le retranscrire ensuite à certaines personnes de son cabinet, par exemple, une personne fait une formation d'une journée, donc 7 heures, lui demander derrière de retranscrire à 2, 3, 4, 5 personnes de son cabinet en 1 heure, ça demande aussi un travail un peu d'analyse et de synthèse, lui permettent aussi d'avoir peut-être une nouvelle réflexion et de partager aussi ses connaissances.
Heu et donc c'est là aussi où ça peut être intéressant de développer un système de, alors certains appellent ça, tutorat, mentorat ou parrain parfois, mais en tout cas une personne qui va être en tout cas sur un domaine plus expérimenté, qui va développer, auprès de l'équipe un certain nombre de compétences. On l'a vu aussi, bah, juste avant sur la slide d'avant qu'un outil par exemple comme Notion permet de diffuser, du contenu, de centraliser tout au même endroit. C'est là où c'est intéressant, c'est, ben, soit des formations qui ont été, rédigées en interne, soit peut-être des supports externes, d'être présentés au même endroit par thématique par exemple, permet à un moment à une personne de retrouver, toute la documentation dont il peut avoir besoin quand il est face à une problématique qu'il n'a jamais rencontrée, jusqu'à maintenant. Et puis il y a 2 éléments qui sont importants par rapport à ça. Ça fait le lien avec ce qu'on disait au début, c'est aussi, bah, de pouvoir déléguer un certain nombre de sujets, et de responsabiliser aussi les équipes dans l'accomplissement d'un certain nombre de tâches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le développement des compétences, il ne repose pas que sur l'expert comptable qui va, former ses équipes, mais la formation, elle peut être, aussi directement, heu, d'un collaborateur vers un autre, par rapport à des formations qu'il a pu faire, par rapport à toute l'expérience qu'il a pu, acquérir, dans d'autres cabinets, dans des formations, en se formant aussi par lui-même. Il n'y a pas de Ouais. il y a pas de contrainte là-dessus. Donc effectivement, importance de la formation et du développement des compétences, mais en amont, bien identifier, les besoins de formation. On peut avoir, nous, en tant que dirigeants, notre point de vue. Bien évidemment, les collaborateurs peuvent en avoir un complètement différent. Donc ça nous permet de rebondir sur l'importance des entretiens professionnels. Les entretiens professionnels qui sont vraiment destinés à l'employabilité. Comment moi, collaborateur, collaboratrice, je peux accroître mon employabilité en rajoutant des briques de compétences. Donc il peut en avoir plein. Ça peut être, je sais pas moi, de la consolidation, ça peut être de l'analyse financière, plus de contrôle de gestion. Donc après, ce qu'il faut, c'est pouvoir recenser ce travail, recenser ce besoin de formation et voir celle qui s'aligne le plus avec les objectifs du cabinet et de mettre en place un plan de formation qui peut être bien évidemment interne ou externe. Moi, j'ai un petit exemple récent, c'est que j'ai une activité audit avec des collaborateurs qui sont 100% dédiés à ce métier-là, mais j'ai des experts comptables, enfin j'ai des collaborateurs qui sont en stage d'expertise comptable. Bon, souvent, lorsqu'on est, j'espère que je ne vais pas me faire gronder, souvent lorsqu'on est en expert comptable stagiaire, les heures CAC, on s'arrange pour les faire. Mais là, j'ai eu voilà, quelques demandes de collaborateurs experts comptables stagiaires qui voulaient vraiment en faire. Donc voilà, un besoin exprimé, une réponse qui est de dire bah, écoute, oui, on va avec plaisir, tant mieux, et on va essayer de faire quelque chose. Et du coup, la mise en place d'une formation qui sera animée par un collaborateur du cabinet sur, on va dire, les principes, les fondamentaux de l'audit pour qu'une personne puisse déjà avoir quelques éléments de connaissance avant d'attaquer sa première mission concrète de CAC. Donc voilà un exemple très simple, mais voilà, qu'on peut tous avoir. C'est un besoin qui est exprimé par un collaborateur, une collaboratrice, et c'est surtout ensuite la capacité de nous, dirigeants, y répondre. Alors, favorablement ou défavorablement. Déjà, c'est y répondre. Si on peut, tant mieux. Et qu'est-ce qu'on met en place? C'est la formation. On a les compétences en interne pour dispenser une formation sur les fondamentaux, les principes fondamentaux du CAC. Allons-y. Si ça avait été un besoin un peu plus complexe, on aurait peut-être effectivement trouvé une solution externe et puis qui pourrait être ensuite couverte par différents dispositifs. Mais donc, très important de pouvoir bien identifier les besoins et surtout d'y répondre. Ouais, pour nous, le constat sur la formation, je pense qu'il est, enfin, le parallèle avec ce qui se passe dans les cabinets ou même dans n'importe quelle boîte, il est absolument valable. Un salarié qui stagne, c'est un salarié qui part. Ouais. Au bout d'un moment, en tout cas, vu l'employabilité sur nos marchés, c'est ce qui se passe. La routine et l'effet de palier fait qu'on arrive à un départ. Nous, on a mis en place 3 choses par rapport à ça. Tu évoquais le fait que tu as vu les stagiaires qui avaient exprimé leurs besoins. Donc ça, c'est top parce que on va dire que la parole est libérée, mais bien souvent, au début, la parole, elle n'est pas forcément, on n'exprime pas. Et puis, la personne part en disant, bah ouais, mais j'aurais voulu faire ça, j'aurais voulu faire ci.
et je ne l'ai pas fait. Mais la personne n'en a jamais parlé. Et bon, ça n'empêche qu'elle part. Donc, effectivement, il y a tout en place, il y a une confiance à instaurer et ça passe aussi par des faits. Je vais vous donner 3 exemples de pratiques qu'on a mis en place qui sont, à mon avis, très duplicables et applicables. On a un compte Amazon Business. Tout le monde a les accès et la politique, elle est simple, c'est open bar sur les livres. Voilà. Vous voulez vous acheter un bouquin qui parle d'une techno. Alors évidemment, je dis open bar, il ne s'agit pas de s'acheter Marc Lévy ou des romans, mais tout ce qui a un attrait professionnel, vous avez le droit de vous l'acheter. Et dans les faits, je pense qu'on dépense 2 000 € par an en bouquins. C'est pas exceptionnel, hein, c'est en termes de volume, mais par contre, les bouquins tournent dans la boîte, etc. Et c'est un support qui est super apprécié. Ça, c'était le premier point. Ce qui permet à la fois de faire progresser les gens sur les hard skills, vraiment, les logiciels, les technos, et de la même manière, sur les soft skills, il y a des gens qui s'achètent des bouquins sur la productivité, sur les routines, etc. Un autre point, il y a un système, alors c'est peut-être plus adapté aux devs, qui s'appelle les BBL. BBL, c'est l'acronyme de Brown Bag Lunch, donc les sacs en plastique, enfin les sacs en papier craft américains, où ils ont tendance à ramener leur sandwich. Le concept, si vous tapez ça dans Google, vous trouverez l'association qui est derrière ça. Le concept, il est simple, c'est que sur la pause du déjeuner, vous invitez un expert à venir parler d'un sujet. Donc, c'est le temps de la pause déj. La seule monnaie d'échange, c'est de lui apporter son sac, donc son petit panier repas. Et donc, c'est une super façon d'avoir des gens qui vous disent voilà, moi je travaille chez Airbnb, voilà comment on fait ci, comment on fait ça, ou je travaille dans telle boîte, voilà comment on a instauré telle méthode. Et ça, c'est sur le temps du midi, ça prend pas de temps, c'est dans un mode très convivial. Bien souvent, il n'y a pas de slide. Alors, dans le monde de la tech, il y a pas mal d'experts et d'inscrits. Il n'empêche que dans un cabinet, ça pourrait complètement se faire d'avoir des intervenants qui viennent de façon externe apporter leur savoir. Et enfin, le dernier point que je voulais évoquer, c'était vraiment sur la partie soft skills, parce que finalement, on a souvent tendance à bosser la compétence technique. Nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la boîte grossissait et que la communication était devenue un sujet essentiel, puisque quand on est plus nombreux, les risques de conflit sont plus importants. Et donc, on est en train de former 100% des équipes à une méthode de communication non violente. Donc, pour la petite histoire, ça s'appelle la méthode Gordon. Donc voilà, c'est former les salariés à l'écoute active, à la communication efficace, à la relation gagnant-gagnant pour éviter, en tout cas pour sortir des situations de conflit et aussi pour savoir exprimer ses besoins de façon non violente pour qu'il y ait moins de friction et que tout le monde soit bien aligné sur OK, tu me demandes ça pour telle raison, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est utile à la fois avec les clients et c'est aussi utile au niveau inter-entreprise. Donc, en tout cas, ça nous semble essentiel de ne pas sous-estimer ce pan-là de la vie en entreprise. On voulait aussi parler de l'onboarding. Je t'en prie, Albert. Pardon. Oui, donc l'onboarding, voilà, on parle de fidélisation. Je dirais que la première étape dans la fidélisation, c'est que les premiers jours d'un collaborateur, d'une collaboratrice se passent le mieux possible. Et donc, il y a différentes choses. Soit, effectivement, on peut se trouver dans des situations où une personne arrive et on la met très vite dans le bain sans vraiment de process d'intégration. Et c'est souvent un moment où une personne change d'environnement, donc elle peut se poser des questions par rapport à ce qu'elle faisait avant, un peu livrée à elle-même, en se disant finalement l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et on peut souvent avoir des cas de figure un petit peu négatifs de gens qui accrochent pas, qui partent ou qui partent dans les semaines qui suivent. Donc je dirais que on a voulu, nous,
surtout avec voilà, la taille qu'on avait, donc avec voilà, un turnover et donc du coup des entrées-sorties un peu plus importantes, mettre en place un process et clairement identifier des parties prenantes dans l'onboarding. Et que finalement, l'onboarding qui se passe, l'arrivée d'un collaborateur qui arrive le 22 septembre ou la veille de période fiscale, il faut que ça se passe toujours de la même façon. La même façon, c'est de pouvoir déjà, nous, être prêts, dans le sens où, lorsqu'une personne arrive, tout doit être plug and play, c'est-à-dire que tous ces outils, tous ces accès réseau, tous ces accès informatiques soient faits. Donc, il y a des communications qui sont à faire aussi en interne sur ce que l'on appelle le pré-onboarding admin et IT, donc tout ce qui va concerner voilà, les éléments d'entrée d'un collaborateur et qu'en gros, lors de son arrivée, tout soit prêt, qu'il n'y ait plus rien à faire, il y a juste à signer le contrat de travail. Et ensuite, voilà, ce slide que j'ai mis en évidence, il n'est pas du tout normé. C'est ce qu'on a mis en place il y a un peu plus d'1 an pour que tout le monde sache ce qu'il y a à faire lorsqu'il y a l'arrivée d'un collaborateur, d'une collaboratrice, que ce soit en CDI, que ce soit en stage, en alternance, peu importe. C'est avoir un focus très précis sur les premiers jours, les premières semaines. Le premier jour, en gros, c'est, pour faire simple, éviter de travailler. C'est-à-dire, on ne va pas tout de suite arriver, merci, tiens, tu as tes accès et tu vas te bosser sur tel ou tel dossier. On a trouvé que c'était quelque chose finalement d'assez brutal et pas très efficace. Donc, essayer de réfléchir à ce qu'on peut mettre en place le premier jour pour rencontrer l'ensemble des collaborateurs, essayer justement de découvrir un petit peu, pas les outils de prod, mais bon, les outils qui font un peu le quotidien du cabinet. On a parlé de Teams, on a parlé du réseau, on a parlé de Notion, prise de connaissance un petit peu du trombinoscope, lecture du manuel. Donc, on va essayer de remplir cette journée sur des éléments qui ne sont absolument pas des sujets de prod pour que, si vous voulez, l'intégration, elle se fasse en douceur. Que ces premiers jours soient consacrés justement à des échanges avec les dirigeants sur la vision du cabinet, sur la visibilité qu'on peut leur donner sur la feuille de route en leur rencontrant leurs responsables. Et petit à petit, les mettre dans le bain pour que finalement, ils aient eu le temps de bien s'acclimater et d'avoir eu au début des moments, on va dire, un peu de légèreté pour les conforter dans la prise de décision, qui n'est jamais une décision simple de quitter une structure pour en choisir une autre. Peut-être qu'elle a eu l'embarras du choix, elle a choisi nous pour une raison, et donc il faut s'assurer que cette raison soit bien respectée quand elle arrive, et pas en disant finalement j'ai été un petit peu… Les associés m'ont fait la danse du ventre, mais dans la réalité, ce n'est pas du tout ça. Ça peut aussi arriver. Donc, c'est tout ça qui fait qu'on essaye de maximiser un petit peu ce process d'onboarding parce que c'est de la rétention dans le futur. Donc, la première semaine, c'est faire des points assez réguliers. Et ensuite, on rebondit encore sur un sujet sur une notion qu'on a dit plusieurs fois dans cette présentation, c'est le feedback. Ultra important. Nous, ce qu'on a mis en place sur le premier mois, alors ça s'appelle, le terme n'est pas très beau, le rapport d'étonnement, mais bon, c'est du feedback. C'est en gros, c'est demander aux personnes qui sont là depuis à peu près 1 mois de répondre à un certain nombre de questions sur la qualité du pré-onboarding, de l'onboarding, si en gros les valeurs qu'on a mis en évidence durant les entretiens sont respectées, comment est-ce qu'elle s'est sentie très opérationnelle tout de suite, pour essayer d'être dans une démarche de qualitative, on va dire, de progrès, parce que on a forcément des choses qui sont perfectibles. On peut avoir des cas de figure, on dit oui, mais je pense que ça aurait été bien de passer un petit peu plus de temps sur la formation aux outils. Donc, on essaye de prendre ça en compte. Mais on est dans une démarche où on veut recenser l'information, donc le feedback, valoriser les gens, montrer qu'ils sont importants pour nous parce que les avis sont précieux. Et ensuite, pouvoir avancer et basculer dans une vitesse de croisière. Mais je trouve que depuis qu'on a mis ça en place, c'est beaucoup mieux qu'avant. Je ne dis pas que c'est parfait, mais entre ça et finalement accueillir les gens, leur dire bonjour, tiens ton ordi, et puis tu vas travailler avec telle ou telle personne sur tel dossier, c'est assez violent en fait. C'est assez violent. Alors des fois, on n'a pas le choix parce que on est tous très pris par le temps, on a tous la tête dans le guidon. Mais on s'est dit que même lorsqu'il y a des périodes de bourre au sein du cabinet, il faut quand même consacrer ce temps-là qui est incompressible avec le rôle des chefs de mission, le rôle des associés, le rôle des office managers s'il y en a dans votre cabinet, pour vraiment bâtir des fondations qui soient suffisamment solides pour que le collaborateur ou la collaboratrice se projette le plus longtemps possible au sein de votre structure.
Ouais, je rejoins totalement ce que tu dis et notamment aussi, pour compléter, la partie pré-onboarding. Donc c'est toute la phase en fait, entre le moment où le candidat, donne son accord pour rejoindre l'entreprise et le moment où il arrive, réellement. Donc en fonction de la disponibilité, des durées de préavis, il y en a qui peuvent arriver potentiellement le lendemain, mais parfois ça peut prendre, plus de temps. Et cette période, en fait, elle doit être utile aussi à, optimiser et à faire en sorte que l'onboarding, se passe le mieux possible. Je pense que, à mon avis, il y a rien de pire que, dire oui, à un moment et puis ensuite pendant 3 mois, il se passe rien, il y a plus de contact, on ne sait même pas, où on en est, si, quel va être concrètement les personnes avec qui on va, travailler au quotidien, les missions sur lesquelles on va intervenir, tout ça. Je pense qu'il y a rien de pire que d'avoir 3 mois, où on n'a aucun échange. Donc je pense qu'au contraire, cette période-là, il faut l'utiliser pour vraiment, optimiser, et faire en sorte que quand la personne arrive, pour son premier jour, elle ait déjà le sentiment, en fait, d'être dans l'entreprise depuis un certain temps, et qu'elle se sente le mieux possible dans son nouvel environnement. Maxime, je ne sais pas si tu voulais compléter, Ouais, c'est quelque chose sur lequel on se rapproche vraiment, je dirais à 200 de ce que vous avez décrit là, dans la méthodo, dans les outils, et clairement, alors je dirais que la seule chose qu'on a peut-être fait en plus, c'est que de la même manière qu'on a pu faire, le rapport d'étonnement, pareil, on n'a pas trouvé mieux en termes de nom. On essaye de demander une notation donc quand on leur fait faire une formation, enfin il y a tout un cycle de formation qui est prévu, et on est dans une démarche d'amélioration continue. Donc on demande tout simplement de 0 à 10, comment s'est passée telle formation et qu'est-ce qu'on pourrait changer. Voilà, et donc on essaye de s'appliquer ça pour être à chaque fois un petit peu meilleur. Ça permet aussi des fois de détecter des supers idées et à l'inverse, je dirais, de voir quand il y a des gens qui sont complètement à côté de la plaque finalement, bon, la période d'essai. Donc ça nous c'est un bon indicateur aussi, quoi. du coup, on parle, mais on se dit: «Mais on n'a toujours pas parlé du baby-foot». Hem, donc là, on a essayé de donner un maximum d'éléments de réflexion, un certain nombre d'informations à avoir en tête. Mais on l'a vu de une des premières slides, c'était de dire que aujourd'hui, les causes, de départ d'un salarié, en fait, elles sont multiples. Donc, forcément, les réponses derrière sont elles aussi multiples. Et donc évidemment, mais ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà une prise de conscience assez forte qui a été faite. C'est aussi, de mettre en place un environnement de travail qui soit, aussi le plus agréable possible, heu, pour, l'ensemble de l'équipe et un environnement de travail qui favorise aussi, les échanges, la convivialité, le partage d'informations et derrière ça, en fait, créer une atmosphère de travail qui soit beaucoup plus agréable. Voilà. Donc je ne sais pas, Albert, Maxime, si vous avez des choses à partager, là-dessus? Bah, oui, enfin, l'environnement agréable et stimulant, c'est, voilà, outre le fait qu'il y ait du télétravail, c'est que les gens se sentent bien, dans l'endroit où ils travaillent. Donc c'est essayer de mettre en place, voilà, des zones un petit peu plus d'espace de détente, des coins où ils peuvent s'isoler pour avoir des conversations, voilà, un petit peu plus privées. Après, je dirais que bon, c'est chacun le fait à sa sauce, on va dire, en fonction de ses locaux et de ses budgets. Ce qu'il faut juste, c'est effectivement penser à ceux qui passent, voilà, un temps important là-bas. Après, c'est la fréquence des événements un petit peu plus légers. Voilà, on est début septembre, on a eu l'arrivée de nouvelles collaboratrices, nouveaux collaborateurs, des alternants. Euh, Lorsque vous êtes dans un combo télétravail, qui est le cas chez nous, il y a peut-être des gens qui ne sont pas encore, qui ne se sont vus que sur Notion.
Donc, c'est important de pouvoir mettre en place un certain nombre d'événements qui sont assez fréquents. Donc, des afterworks, des team building, tout ce qui peut effectivement permettre de rassembler l'ensemble des collaborateurs, donc plus du tout de télétravail, journée dédiée à passer du temps ensemble, et plus c'est fréquent, mieux c'est. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, faire des team building, faire des événements, rassembler tous les collaborateurs, c'est du temps, c'est du budget, c'est pas forcément évident. Donc, il peut aussi réfléchir à des façons dont on peut créer du lien online. Je sais qu'il y a maintenant beaucoup plus de plus en plus de prestats qui proposent des solutions très conviviales online qui permettent de créer du lien, on va dire, beaucoup plus fréquemment, et toujours instaurer les moments physiques de grands séminaires ou autres. Mais c'est toujours dans cette optique de favoriser leur bien-être, et puis surtout être à l'écoute, parce qu'ils peuvent aussi, eux, vu qu'ils passent beaucoup de temps là-bas, être force de proposition sur des sujets, sur l'utilisation des locaux, sur le déploiement des locaux, sur la propreté, sur la qualité du ménage, sur la présence de souris, j'en sais rien, il peut se passer plein de choses dans des immeubles ou dans des bureaux. C'est en gros, voilà, toujours les associer à ça. Et il y a beaucoup d'éléments pour le faire. C'est déjà la relation directe qu'on peut avoir, c'est le CSE, c'est tous ces éléments-là qui nous permettent de construire cet environnement agréable et stimulant, comme c'est précisé dans le slide. Ouais, et juste un petit fait qu'on a en place chez nous qui se situe même avant l'onboarding. Quand la personne est embauchée, on lui demande, nous, sur quelle machine elle veut travailler. Alors, on sait que les devs, ils sont très sensibles à ça. Entre Mac et PC, il y a vraiment les deux religions. Et pour le coup, on leur laisse liberté de choisir si la machine sur laquelle ils veulent travailler. Et ça fait partie de trucs sur lesquels ils sont vraiment très, très sensibles. Après, je vous rejoins à 100% sur tous ces moments, on va dire, off, qui sont essentiels pour qu'il y ait de la connexion, pour qu'il y ait autre chose qu'une relation de travail. Donc oui, on n'a pas forcément de rituel, mais on a des choses fréquentes et récurrentes où les équipes en sont aussi à l'origine. Du coup, Maxime, je ne sais pas si tu Ouais. avais prévu de nous faire un petit retour d'expérience aussi plus spécifique. Ouais, exactement. Nous, on a toujours été, je vais essayer de faire court, on a toujours été très, on va dire humaniste dans notre approche et dans la façon de voir les choses. Donc, ça part du principe de se dire que les salariés, ils sont bons et donc on va leur faire confiance. On a eu, comme je vais vous donner la genèse, mais on a eu une semaine, on perd 3 salariés pour quasiment les mêmes raisons. Alors, en plus, c'est des salariés qui se connaissaient pas forcément. Ils posent leur DEM, on creuse un petit peu pourquoi. Ils adorent la boîte, ils adorent l'équipe, ils adorent le projet, tout se passe bien. Et finalement, ils nous disent écoute, on m'a proposé 5K de plus dans telle autre société, etc. À peu près les mêmes cas de figure. Et là, on se dit, putain, mais 5K, tu me les aurais demandé, je te les aurais donnés. Enfin, la réalité, c'est que tu les mérites en plus. Donc là, je vais faire quoi? Je vais passer par un cabinet de recrutement qui va me prendre un rein. La personne va arriver dans 3 mois, sera opérationnelle dans 8. Enfin bref, on est tous perdants. Et donc de là, on s'est dit, mais en fait, la personne, s'il avait la possibilité de se dire, je pense que je mérite ces 5K de plus, il faudrait qu'on lui donne. Donc, on a toujours, nous, été très inspirés par l'entreprise libérée et c'est, on va dire, cette philosophie-là. Et ça a été le déclencheur pour nous pour dire, OK, on va basculer dans ce modèle-là de culture dite libérée. Alors, il n'y a pas 2 entreprises libérées qui se ressemblent, hein. Grosso modo, l'idée, c'est vraiment de donner, de décentraliser le pouvoir et le leadership. Et chez nous, ça passe par 5 piliers. Généralement, dans la doctrine de l'entreprise libérée, on dit que le Graal, c'est lorsque justement la rémunération, elle est déterminée par les salariés et non plus par la direction. Ce qui est la fin du processus. Bon, on n'a pas voulu faire comme les livres le disaient. On s'est dit, si c'est ça le Graal, on va commencer par le Graal et tout le reste va être plus facile.
Donc, en fait, en 2017, on a convoqué tout le monde, on leur a expliqué ce qu'on voulait faire et ça passait par 5 piliers. Donc, le premier, c'est de dire on veut plus qu'il y ait de titres. Ça n'empêche qu'il y a des tâches à accomplir et des fonctions, mais on veut plus qu'il y ait de titres. On veut que tout le monde soit dans une logique d'intrapreneuriat, que chacun se sente propriétaire de l'entreprise à son niveau et responsable en ce sens. Et que le contrat de travail où on définit précisément les tâches par tâche, c'était quelque chose de très limitant, puisqu'on coupait finalement la possibilité des gens d'évoluer et d'innover. Le deuxième pilier, c'était le choix du lieu de travail. Donc, on est en 2017, c'était à l'époque très, très innovant de dire tu peux travailler d'où tu veux. On s'en moque un petit peu, on te fait confiance. Maintenant, c'est un peu plus dans les standards, mais on l'avait mis en place à cette époque-là. Le troisième point, c'était la liberté sur les horaires, de dire écoute, on sait très bien, les devs, quand on leur demande de venir avant 10 heures, ils nous regardent avec des yeux pas possible. Et en même temps, il y a des équipes pour lesquelles ils habitent à 10 minutes des bureaux, etc. Donc pour eux, venir à 8 heures et terminer plus tôt, c'était vraiment ce qu'ils préféraient. Donc, liberté sur les horaires. Le quatrième point, c'est liberté sur les congés. Pareil, on ne voulait pas que ce soit un frein, que les personnes puissent prendre un jour de plus ou un jour de moins. Franchement, ça devient, on rentre dans du micromanagement. Tant que le travail est fait, tant que l'équipe arrive à fonctionner et est OK sur dire OK, toi tu peux prendre tel jour ou moi tel jour. On ne voulait pas s'astreindre à des contraintes et de toute manière, essayer de fliquer toutes ces choses-là avec le télétravail, en fait, ça n'a pas de sens parce que des fois la personne peut être en télétravail. On sait tous que des fois la pause du livreur elle dure plus longtemps que ce qu'elle devrait. Donc l'idée là-dessus, c'est de dire tu peux prendre autant de congés que tu veux. Évidemment, on garde un regard dessus, mais globalement, on n'est pas dans un cycle de validation et de dire tu dois prendre absolument tes 25 jours avant telle date, sinon ils vont disparaître. Voilà. Et le dernier point, c'est le salaire. Donc là aussi, l'idée, c'est de dire que le salaire, il ne doit pas être uniquement, exclusivement déterminé par la direction, mais que la personne la mieux fixée pour déterminer son prix sur le marché, c'est lui-même et ses pairs. Donc concrètement, tous les salariés reçoivent en fin de mois un Google Form très basique qui leur dit est-ce que tu veux est-ce que tu veux revoir ta rémunération, oui, non. Je dirais que globalement, pour être concret, 11 mois sur 12, les personnes nous disent non. Et donc, une fois par an, finalement, les personnes nous disent oui. Et donc là, elles doivent expliquer pourquoi. Et elles estiment que leur rémunération mériterait d'être revenue. Ça peut être une prime, comme ça peut être l'enveloppe de rémunération globale. Elles doivent l'exprimer en montant. Elles doivent l'expliquer en pourcentage. Parce qu'on a beau avoir fait un doctorat en mathématiques, des fois, on ne se rend pas forcément compte que l'augmentation qu'on demande, c'est 14 ou 15%, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Voilà, donc on doit la justifier et la personne doit convoquer plusieurs pairs pour leur demander, en tout cas, c'est entre eux qui se valident. Concrètement, ce qu'on a constaté, nous, c'est que le rythme des augmentations chez nous, il était de 11 mois. Donc au final, on n'est pas très très loin du rythme annuel qu'on peut avoir dans les entreprises où il y a vraiment ce cycle-là qui est mis en place. Le montant moyen, il est de 6%. C'était d'ailleurs à peu près ce qu'on pratiquait avant. On pratiquait plutôt nous 5% et aujourd'hui, il est en moyenne de 6%. On a eu quelques abus au tout début. Mais franchement, c'est excessivement marginal. Je crois qu'on parle de 5 cas sur plus de 500 augmentations qui ont été demandées depuis. Donc, c'est vraiment très faible. Et on a juste mis un capping pour dire que ça ne peut pas être plus de 10%. Et voilà. Et donc, on a mis en place ce système-là en 2017. Je ne dirais pas que ça a eu un effet énorme sur l'attractivité de l'entreprise. Par contre, sur la fidélisation et la rétention des salariés, ça, pour le coup, c'est assez magique puisque les salariés sentent qu'on leur fait confiance, qu'on les emmerde pas, qu'ils ont de la liberté, qu'on n'est pas dans le micromanagement, qu'on leur fait confiance. Et la dernière chose qu'on a mis en place pour contrôler un petit peu tout ça, on a mis en place un outil de mesure de la satisfaction collaborateur. Donc concrètement, c'est un questionnaire que reçoivent tous les salariés tous les 15 jours où ils sont amenés à nous donner leur
leurs notes et leur retour sur des choses comme le bien-être, sur est-ce qu'il y a du sens dans ce qu'ils font, est-ce que la relation avec les pairs est bonne, est-ce que la relation avec le management est bonne. Enfin bref, il y a une trentaine de critères qui sont évalués et derrière, ça nous donne de façon anonyme des stats, des tendances et on arrive à savoir, à mesurer un peu le pouls de la satisfaction collaborateur et de détecter des choses qui marchent ou qui marchent moins bien. Donc, ça nous permet, nous, de savoir à peu près sur quoi on doit creuser, sur quoi on doit travailler. Et des fois, c'est des choses basiques, du type le café est dégueulasse. Ah, bon, on ne savait pas, on va changer. Ah, bon, après, 3 mois après, on a pris un truc du style les Nespresso, c'est pas très écolo. Bon, on a mis des machines à moudre. Donc, c'est des choses des fois très simples et des fois, ça permet de soulever des problèmes plus profonds avec un leader qui manifestement ne fait pas son job comme on l'aimerait. Donc, voilà, je ne prétends pas à ce que ce soit le modèle d'entreprise ultime. C'est ce qui nous correspondait à nous en tant que fondateurs et dans le modèle d'entreprise qu'on voulait faire, d'entreprise durable. On n'a pas levé de fonds. Si on a levé des fonds, je ne suis pas sûr que les fonds auraient apprécié cette philosophie-là. En tout cas, nous, elle nous satisfait, elle porte ses fruits. Et aujourd'hui, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles l'entreprise tourne bien avec ses talents. Super, merci Maxime pour ton retour d'expérience. On a un peu dépassé l'heure, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. On a été un peu plus bavard que ce qu'on avait prévu. On pensait finir à 50-55 et avoir un temps vraiment dédié aux questions. On a un Anthony, petit peu là, il y a marqué dépassé. live terminé et du coup, il n'y a plus de chat. Enfin, il y a toujours le chat, mais je ne sais pas si Ouais, du coup. le chat est toujours actif parce qu'on D'accord. a des messages. Euh, Bon, on va peut-être s'arrêter là. Merci à tous en tout cas pour. Ah, Je vais donner l'exemple de l'outil qu'on utilise. Il y en a ouais. plusieurs. Nous, l'outil qu'on a mis en place, il s'appelle Office Vibe. Je vais vous le mettre je vais vous mettre le lien ici. Juste le commentaire. Alors, Ouais. Vas-y. Aujourd'hui, l'idée, c'était de vous faire un retour d'expérience de différentes typologies d'organisation, des structures de 10 personnes, d'autres de 50 et d'autres un petit peu plus grandes. Donc, je dirais qu'on n'est pas. Enfin, l'objectif, c'était de montrer ce qui se passe aussi dans des structures de taille moyenne, comme peut l'être la mienne ou celle d'Anthony. Donc, je dirais que l'accès PME, on est plutôt dans des environnements on va dire, de très grosses sociétés qui ont déjà un certain nombre, des process qui sont très automatisés. Donc là, aujourd'hui, c'est de faire un constat, c'est de dire que nous, les retours d'expérience qu'on a sont typiquement des choses qui nécessitent pas d'avoir un DRH salarié au sein du cabinet qui coûte une fortune. C'est des choses ce sont des fonctions qu'on doit tous un peu s'approprier dans nos petites structures et mettre en place. Maxime donne un exemple de lien pour questionner sur le modèle. Il y a toujours des choses qui nous permettent de proposer des process à travers nos petites mains à nous, se faire aider de temps en temps. Mais donc, on n'est pas là en train de dire qu'il faut passer par des experts ou qu'il faut recruter des fonctions support qui, effectivement, se retrouvent dans des environnements PME. Ce n'est pas du tout notre cas aujourd'hui. Oui, complètement. Et nous, d'ailleurs, on a beau faire 200 personnes,
le fait d'avoir une entreprise où le management est très flat fait qu'on a très peu de fonctions support. Donc très peu de RH, très peu de finance, très peu de strates un peu intermédiaires comme ça. Puisque les gens ont de l'autonomie, donc ça leur permet de prendre des décisions qui leur paraît opportunes pour le bon sens de l'entreprise. Merci Parfait. William pour le commentaire. Ça fait plaisir. Je ne sais pas si c'est la mise en place d'une politique RH innovante, mais tout ce que je sais, c'est que s'il n'y avait absolument pas de politique RH, oui, j'aurais peut-être un peu plus de cernes et un peu plus de cheveux blancs. Et puis juste un dernier commentaire du coup de Virginie qui nous dit c'est compliqué de trouver le temps de mettre en place tout ça dans des petits cabinets de moins de 10. Bah, moi, pour le coup, c'est mon cas. En plus, moi, je suis également seul associé et j'ai pas trouvé que ça mettait tant de temps que ça. Et je me suis dit surtout que ce que je mettais en place, ça pouvait me faire gagner du temps sur d'autres sujets. Donc, c'est une sorte d'investissement peut-être un peu en termes de temps, mais sur lequel on en retire un certain nombre de bénéfices. Donc voilà, je pense que on a peut-être des relations plus harmonieuses, plus apaisées. Voilà, enfin, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut en retirer. On travaille dans un climat beaucoup plus serein, et ça, je pense que c'est plus agréable pour tout le monde en fait. Et donc derrière, tout le Ouais. monde se sent beaucoup plus impliqué. Mais je suis d'accord avec vous, Virginie. Oui, c'est pas évident, mais je vais dans le sens d'Anthony, c'est de l'investissement. Lorsque vous passez, je sais pas, un quart d'heure ou 20 minutes à parler d'entretien professionnel avec vos collaborateurs, collaboratrices, vous allez récupérer voilà, de l'info qui va être très précieuse sur les besoins de formation. Après, il y a peut-être des périodes qui seront un peu plus propices pour que vous passiez du temps, vous, si c'est compliqué de passer par des prestataires externes, pour dispenser certaines formations sur lesquelles vous êtes très à l'aise du fait de votre expérience, de votre technicité. Et ça, forcément, ça va avoir un bon ressenti. Donc, c'est des petits moments qui sont effectivement des petits bouts de temps qu'il faut essayer de trouver à droite, à gauche, mais qui sont vertueux et qui vous permettront, enfin, qui nous permettront du coup, de penser plus au bien-être des collaborateurs et donc, du coup, être en parfaite adéquation avec l'objectif de votre cabinet qui est de se développer, de croître et de faire des missions de plus en plus intéressantes. On va conclure maintenant. Merci à tous en tout cas pour votre présence et puis pour les questions qui nous ont été posées à la fin. Merci aussi Maxime, Albert aussi pour cet échange qui était hyper intéressant. Ouais, moi, je me permettrai juste une petite chose pour finir. J'ai une pensée je voudrais voilà, dédier cette formation à un confrère qui nous a quittés il y a peu de temps, qui s'appelle Hervé Bébaud, qui est parti très, très jeune, qui était un type d'une grande gentillesse et très impliqué dans le développement de notre ordre à travers la mise en place de différentes cercles de travail sur la DAF, sur la RSE. Voilà, je lui dédicace ces quelques slides. Merci Albert. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Je te laisse fermer, Karim. Oui, je Albert, pardon. Excuse-moi, Karim. Allez, merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.